Eh bien, amis lecteurs, bonjour. Jean Dorval, toujours pour LTC Live. On va faire l'interview de Paul Couturiot et on va parler plus particulièrement de son livre Ce feu qui me dévore. Alors, Paul, on se tutoie, nous, Paul, hein, pas Oui, bien sûr. Tu peux me présenter une petite bio rapide? Alors, je suis né à Bruxelles, mais je vis à Metz parce que c'est là que vivaient mes grands-parents. Et on retrouve toute cette enfance dans mon roman, mon dernier roman, Ce feu qui me dévore, qui est une enfance pas très heureuse, on va dire. Heureuse par rapport à quoi alors? Par rapport à la violence des parents. Donc c'est un livre sur la maltraitance, mais surtout sur la résilience. Pour moi, ce qui était important, c'était pas de faire un roman dans lequel je me lamentais, je faisais du Dickens ou du Zola, voilà. C'était plutôt de montrer que c'est vrai que c'est très dur de vivre cette enfance-là, mais qu'il y a moyen de s'en sortir. Et pour moi, la porte de sortie, ça a été la lecture. Et logiquement, dans l'enchaînement, ça a été l'écriture, parce que j'avais jamais assez de livres à lire. Donc voilà. Tu parles de violence, c'est une violence, c'est pas indiscret, bien sûr, une violence physique. Une violence physique, oui, tout à fait. J'ai mis beaucoup de temps à décider d'en parler, mais pourquoi? Parce que je voulais pas justement faire dans le misérabilisme ou dans l'auto-lamentation. Je voulais pas que ça me serve d'exutoire et faire un roman où je me psychanalyserais. C'est pas respectueux du lecteur, je trouve, personnellement. Même à Extremis, si tu fais une psychanalyse, c'est pas grave? Non, mais pas à travers. Ton exemple est important. Tout à fait, mais pas à travers un roman. J'ai préféré être apaisé au moment où j'écrivais ce texte pour justement faire passer plus la dimension résilience. Il y a eu un journaliste qui a fait un commentaire qui m'a beaucoup touché. Il a dit on peut faire un lien entre le roman de Paul Couturiot et le Vipère au point de Bazin, à cette différence que le roman de Bazin sointe la haine et qu'il n'y a qu'amour dans le roman de Paul Couturiot. Et ça, je me suis dit, tiens, là, j'ai atteint mon but. C'est dû au fait que tu as pondéré la chose, que tu as maturé on va dire ta douleur, que tu l'as positivée avec le temps. C'est arrivé à quel âge et tu as commencé à en parler à quel âge? Ma sœur, par exemple, qui a été élevée par mes grands-parents à Metz, pendant que moi j'étais élevé par les parents à Bruxelles, a su ce qu'avait été mon enfance au moment où j'avais 55 ans. Oui, on n'en avait jamais parlé avant. Des événements qui remontaient à l'adolescence ou avant? À l'enfance, à l'adolescence. La petite enfance? Petite enfance, jusqu'à 14 ans, où je me suis révolté et où ça s'est arrêté. Et je crois que le moment de la délivrance, bon, déjà, il y a eu cette voie vers la résilience que m'a apporté mon grand-père qui était un être merveilleux, chez qui je passais toutes mes vacances et qui était c'était mon bon Dieu, quoi. Et je pense que ça a été le premier élément de résilience. Et le deuxième, c'est le jour où mon père a reconnu les choses, ou a reconnu et m'a dit il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'y pense, et je sais que tu pourras jamais me pardonner, mais moi je me pardonnerai jamais. Et ce jour-là, pour moi, ça a été le jour de son pardon et le jour où j'ai déposé mon fardeau, parce qu'il a déposé ton sac et que tu as décidé d'en parler finalement. Exactement, ouais. Exactement. Et ça, c'est je dirais que c'est peut-être un conseil que je donne aux parents qui commettent ce genre de conneries, de taper sur leurs gosses. C'est pas en niant les choses qu'on arrange. C'est justement en reconnaissant qu'on a fait des erreurs, parce qu'on a tous cette possibilité de faire des erreurs, quelles qu'elles soient, mais c'est important pour l'enfant que sa souffrance soit prise en compte, soit reconnue. Voilà, et que ce soit reconnu, et c'est ça qui va lui permettre de se reconstruire. À l'époque où tu as vécu ces événements dramatiques, il faut le dire, hein, il n'y avait pas d'assistance éducative, il n'y avait pas de CMSEA pour prendre la relève avec un juge pour enfants, etc. Tu sens un petit peu qu'il y avait un vide juridique à cette époque-là? Il y avait un vide juridique, et puis il y avait, je pense,
Le combinaison de l'assistance éducative, c'était justement, maintenant c'est mis en place pour les enfants en danger. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas de la même manière. En tout cas, c'était très. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que les gens qui savaient ne s'en mêlaient pas. Il n'y avait pas encore cette démarche de dire on va faire œuvre utile en intervenant. Et les enfants ne portaient pas plainte contre leurs parents à l'époque? Non. Alors, ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé? Pourquoi ce grand-père que j'aimais tellement et qui m'aimait tellement, pourquoi je lui en ai jamais parlé? Mais je crois parce que quand on est enfant, on essaye de donner le meilleur de soi. Quand les parents vous disent que c'est jamais assez, c'est pas eux que vous remettez en cause, c'est vous-même. Et donc, moi j'avais toujours le sentiment de jamais être à la hauteur. Et donc j'avais pas envie de risquer de perdre l'amour de mon grand-père en lui disant, tu sais, papa il me tape dessus. C'est un sentiment de manque de confiance en toi du coup ou pas? Complètement. Je pense que non seulement manque de confiance, mais manque d'estime. Et ça a mis beaucoup de temps à se construire l'estime de soi. Parce que c'est le regard des autres qui vous renvoie ça. C'est l'estime de soi, c'est dans le regard des autres qu'on va la trouver. Et à partir du moment où les gens qui sont le plus proches de vous, qui sont censés être les gens qui vous aiment le plus, ne vous la donnent pas, c'est très difficile de la construire. Comment ton père voit justement maintenant qu'il t'a demandé pardon, que tu as accepté ce pardon, que tu en as parlé dans le cadre d'un roman, c'est ça, hein? Comment tu vois, comment ton père voit ça? Alors, lui, ne sait comment qu'il le vit? Lui ne sait pas que j'ai écrit ce roman puisqu'il est décédé il y a déjà... Tu as écrit ça après sa mort, post-mortem? Oui. Là, le roman vient de sortir alors que lui, il est décédé en 94. Mais au moins, on a réussi à partir du moment où lui a reconnu les choses, à construire une relation père-fils qui avait un sens. Même adulte? Mais justement, en tant qu'adulte, puisque j'avais 35 ans quand il a reconnu les choses. Et aujourd'hui, tu en as? J'en ai. Tu as combien? T'as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui j'en ai 66. Bel âge. Voilà. Le double alors. Voilà, le double quasiment. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand il m'a dit ça, pour moi, l'addition était effacée. L'ardoise était effacée. Et c'est vrai, l'enfant en moi, parce qu'on a toujours le petit enfant en moi, gardera toujours une rancune, mais l'adulte a beaucoup d'estime pour cet homme qui a eu le courage de reconnaître. Oui, c'est pas évident, effectivement. C'est pas évident, et c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui sont dans cette situation à en faire autant. Une violence qui ne concernait pas la maman, par contre. Mais c'est la maman qui déclenchait tout. C'est la maman qui provoquait. Et c'est pour ça que lui a pu à un moment dire je comprends pas comment j'ai pu te traiter comme ça, parce que c'était elle qui déclenchait tout. Alors, déclenché, c'est-à-dire qu'il y avait des situations particulières? Oui, j'étais premier de classe. J'avais pas d'effort à faire, c'est comme ça, je le dis pas pour... Les difficultés, tu avais un bon niveau scolaire? J'avais un excellent niveau scolaire, je faisais aucun effort, mais c'était jamais suffisant pour elle. Comme elle pouvait pas mettre en cause mes résultats scolaires, comme à la maison je vivais tellement dans la peur, j'étais un gosse obéissant, calme, toujours plongé dans ses bouquins. Donc elle se retranchait sur mon écriture qui lui plaisait pas, elle trouvait que j'écrivais mal, que je faisais des pâtés. Mais oui, il y avait une telle nervosité que forcément je faisais des pâtés, c'était l'époque... Ça se ressentait au travers de l'écriture psychologiquement. Voilà, et là c'était des crises, elle voyait pas le 10 sur 10 que je ramenais à la maison, ce qu'elle voyait c'était que c'était mal écrit. Mais le détail et pas l'ensemble. Exactement. Et donc quand mon père rentrait, c'était des cris, des hurlements, lui ça le mettait en colère, il perdait son calme. Alors un boulot peut-être où il avait beaucoup de stress, des situations difficiles lui-même? Oui, il travaillait au palais de justice à Bruxelles et c'était pas toujours simple. Mais je pense vraiment que c'était un homme qui avait beaucoup de bonté en lui, qui était quelqu'un mais que la vie avait vraiment aigri. D'une certaine façon aigri. D'une certaine manière, oui. Ouais, il avait enchaîné le travail obligatoire pendant la guerre où il avait été déporté pour éviter à son père de l'être. À son retour, c'était dans le cadre du service du travail obligatoire. Voilà, exactement. Et parce que c'était ça, lui il voulait rejoindre Londres et De Gaulle, et il est rentré parce que sinon c'était son père qui avait une très mauvaise santé, des problèmes de... une vie difficile pour le papa, quoi. Une enfance, une jeunesse difficile, et au retour de la guerre, 2 ans de service militaire, quand il est revenu à la vie civile, le temps des études, le temps du sport, parce que lui...
il aspirait à faire du sport, c'était fini. Donc quelque part, voilà, il y avait cette frustration. Mais c'était un homme qui s'émouvait très facilement et qui, quand on était Sensible, on va dire. très sensible, et quand on était chez mes grands-parents, comme ma mère redevenait la petite fille, elle se calmait, et là c'était vraiment quelqu'un d'adorable. Mais dans l'intimité de la maison, là c'était vraiment l'enfer, quoi. Alors pour revenir au livre, tu présentes ça comment? Tu romances, tu es brut de décoffrage? Comment tu présentes ça? Alors, je romance, c'est-à-dire que ça commence par un Si je puis me permettre, en amont, est-ce que tu te mets... toi, tu as donné ton nom à ton personnage et ton prénom, ou tu as donné un autre nom? Non, j'ai donné un autre nom, puisque moi, mon mode d'expression, c'est quand même essentiellement le roman. Et je me disais que ça pouvait rendre les choses plus universelles que de dire, voilà, je raconte mon histoire. Tout le monde s'en fout de ce qui est arrivé dans l'enfance de Paul Couturiot, je veux dire. Voilà. Ça peut arriver à beaucoup de gens, quoi. Tu l'as appelé comment, ton héros? Alors, je l'ai appelé Bernard, et le roman commence par un incendie dans lequel la mère de Bernard meurt, et le père en ressort très, très abîmé. Et il y a une phrase d'une amie de son âge qui amène les policiers à le soupçonner, et lui refuse de se défendre en disant « Je ne suis pas coupable, mais je suis responsable ». Parce qu'il vit quelque part toujours dans... C'est un petit clin d'œil à l'affaire du sang contaminé, ça, non? Ah. On rigole, c'est pas marrant. Oui, non, mais oui, c'est un petit peu... Georgina Dufoy qui avait dit ça, je crois. Oui, exactement. Et bon, et c'est vrai qu'il se sent responsable parce que il passe beaucoup de temps dans une maisonnette construite par son grand-père dans le jardin familial, et il écrit, il passe beaucoup de temps à écrire, et dans un de ses écrits, il a mis en scène cet incendie, et quelqu'un est passé à l'acte. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est disons, la partie romancée de l'histoire, mais après, à partir du moment où lui se raconte, où il raconte ses souvenirs d'enfant, ses cauchemars de gamin, ses souvenirs d'adolescence, c'est tous mes souvenirs à moi. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui a été ajouté, rien qui a été supprimé, mais voilà, là ça pourrait être vraiment de l'autobiographie totale. Mais en introduisant la dimension du roman, ça permet de prendre un petit peu de distance, moi, dans mon écriture. Je comprends, c'est important. Et ça permet aussi au lecteur de s'identifier plus facilement et de ressentir que ce personnage, ça pourrait peut-être être lui. Et toi, surtout, de rester objectif, en prenant un peu d'écart. Exactement. Un peu de recul, je veux dire. Tout à fait. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que il y a une quinzaine de jours, j'ai été invité à faire une rencontre avec les détenus de la prison de Queuleux autour de ce roman. C'est Jean-Marc Louis qui avait organisé ça avec l'école de la prison. Et donc on a eu un bon échange de plus de 2 heures. Et le retour que j'ai eu par Jean-Marc ensuite, c'est que ce qui les avait le plus émus, le plus touchés, c'est que après l'enfance que j'avais eue, je leur présentais l'image de quelqu'un qui était bien dans sa peau, qui était heureux, quelqu'un d'équilibré finalement. Oui, et qui leur disait, enfin le message que j'ai essayé de leur faire passer, c'est que on peut renoncer à tout dans la vie, on peut se retrouver à la rue, etc. On peut cicatriser de tout. Mais il y a une chose qu'on ne doit jamais perdre, c'est l'espoir. Voilà, et que ça c'est l'élément important. Et apparemment c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés, et si ça peut aider, ne fût-ce qu'un de ces détenus. Tu fais un parallèle finalement avec leur parcours de délinquant à eux. Toi tu dis on peut guérir de tout, quoi. Tu amènes un message positif dans une cage un peu, quoi. Exactement, et leur dire que moi la prison je l'ai vécue à domicile. Eux ils la vivent dans un milieu carcéral. Comment dirais-je, la couverture de ton ouvrage qui représente une cage qui s'ouvre. Une cage à oiseaux, hein. Ouvrez la cage aux oiseaux de Pierre Perret, non? Mais c'est exactement ça. Ça paraît peut-être un peu naïf, mais c'est tout à fait ça, parce qu'il y a un côté un peu... plutôt imagé, oui, je comprends. Cette lueur jaune derrière, on dirait un feu, mais la cage est ouverte. C'est la lumière, en même temps, c'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est tout ça qui, moi, me paraissait important dans cette couverture, qui m'a beaucoup plu. Ça, c'est un super boulot de la maquettiste dans la maison d'édition. Elle a traduit vraiment ce que tu
ressentais dans ton roman. Vraiment, tout à fait. Et ça fait du bien d'avoir un objet qui en plus fait écho à ce qu'il renferme. Paul Couturieux, tu écrivais quoi avant? Tu écrivais aussi du roman? Tu étais dans quel sujet avant? Avant, j'ai commencé par le roman policier. Puis j'ai fait des grands romans d'aventure qui se passaient aux quatre coins du monde et des romans plus littéraires, des biographies. Voilà, pour moi, et je crois que ça tient. Tant que tu écris Oui, j'écris depuis que j'ai 7 ans, mais je publie depuis que j'en ai 40, parce que c'est un long parcours. Je ne suis pas issu, tu peux t'en douter, d'un milieu où ça favorisait le contact à l'écriture. Donc j'ai mis du temps, mais j'ai toujours voulu être écrivain, j'ai jamais voulu faire autre chose. Et donc, quand c'est arrivé, j'ai eu le sentiment d'avoir réalisé un rêve, d'avoir concrétisé mon rêve. Concrétisation. Voilà. Et donc, pour moi, l'écriture a toujours été un espace de liberté. C'est ce qui me permettait de m'enfuir de mon quotidien, de m'évader, etc. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien toucher à tous les genres. Là, à côté de ça, depuis quelques années, avec Patrick Bassot, qui est un réalisateur de Marly, ici, de la région, on a fait plusieurs docu-fictions. On a même fait un long métrage complètement fou, parce que faire un long métrage avec un 20e du budget d'un téléfilm, c'était de la folie. Mais on l'a fait et il existe. C'est un polar qui se passe pour grande part au musée de la Cour d'Or, le mort de la Cour d'Or. Et je l'ai vu le film là, très bien. Ouais, je l'ai vu à Marly Images, un truc comme ça, au Marly Scope. Oui, très très bien. C'était avec Philippe Brunella, enfin en collaboration avec toute la, comment on appelle ça, la conservation du musée de la Cour d'Or à Metz. Ils nous ont ouvert les portes en disant vous êtes chez vous, allez-y les gars. Bon, ça a été une expérience merveilleuse, mais qu'on a faite avec un 20e du budget d'un téléfilm de... Mais le résultat, franchement, très bien, je l'ai vu. Voilà, et ça, chapeau à Patrick qui a l'art de fédérer une équipe et de voilà. Et j'ai même des figurants parmi les gens qui travaillent au musée, je crois. Oui, oui, on a fait appel à plein de gens et on a emmerdé les voisins aussi parce qu'on a fait une scène d'enlèvement. Donc à 3h du matin, il y avait la voiture qui déboulait, qui s'arrêtait en freinant, etc. Et les voisins autour, et je crois qu'ils n'ont pas aimé, mais bon, voilà. C'était tourné dans les anciens appartements de l'ancien directeur du musée, je crois, hein, qui avait un problème de peinture, je sais plus quoi. Oui, et ce qui est amusant, c'est que mon grand-père, dont je parlais tout à l'heure et que j'aime tellement, était pompier à la ville de Metz. Et moi, quand j'étais enfant, j'allais le voir à la caserne des pompiers. C'est juste à côté de du musée, l'ancienne caserne. C'est dedans. C'était dedans. Ouais. D'ailleurs, la chapelle était l'ancienne chapelle des pompiers. Exactement. Qui est maintenant dans le musée, enfin à côté du musée. Quoi. Exactement. Et Frac. Voilà. Et les appartements du conservateur sont en partie dans la caserne. Cour intérieure. Ouais. C'est assez amusant. Mais tout ça pour dire qu'en fait, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un espace de liberté. Et donc, je n'aime pas être enfermé dans un genre, dans une chapelle, etc. J'aime toucher à tout. Alors, c'est difficile de cerner un auteur pour un éditeur parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Mais jamais dans les cases. J'aime pas rentrer dans les cases. Mon enfance a été une grande case. Donc, là. Et tu peux nous parler un petit peu de ton éditeur? Donc là, Paul Couturieux, Ce feu qui me dévore, toujours en roman. Tu es publié chez Terre de France, donc ça c'est une collection et c'est publié à Presse de la Cité, c'est ça? C'est ça, c'est les Presses de la Cité, qui est un des grands éditeurs historiques de la place de Paris, chez qui je suis arrivé en 2002. Tu as toujours été publié par eux? Non, j'ai d'abord travaillé pendant plus de 20 ans avec les éditions du Rocher. Aussi bien du côté toujours une édition parisienne? Oui. Bon, quand j'ai eu 27 ans, j'en ai eu ras-le-bol de ma vie à Bruxelles et j'avais mis les pieds dans cette maison d'édition qui était toute petite, c'était encore vraiment minuscule, c'était une entité de 2 personnes, les éditions du Rocher, puisque le patron était le directeur financier des Presses de la Cité.
et j'avais envoyé une traduction, il l'avait publié. Et c'est la même boîte alors, les presses de la Cité, mais C'était, ouais, d'accord. c'était. Et donc j'avais envoyé cette traduction, il l'a prise, et moi je me suis dit ok, ben maintenant je lâche tout. Je suis parti à Paris. Il y avait une bonne étoile au-dessus de ma tête parce que les choses se sont bien agencées, à tel point que Le Rocher a publié un livre, Les prophéties de Nostradamus de Jean-Charles de Fontbrune, qui a fait un best-seller international. C'est devenu une maison beaucoup plus importante, et comme Jean-Paul était quelqu'un de très fidèle, il m'a dit on a commencé ensemble, on continue ensemble. Voilà, et j'ai dit ok, on y va, et voilà, on a commencé la collaboration. J'étais d'abord conseiller littéraire, traducteur, puis j'ai dirigé une collection, puis un département, mais j'ai mis du temps quand même à lui vendre mon premier roman, qui était un roman policier qui a remporté le Grand Prix de littérature policière. Donc c'était un bon début de collaboration. Et quelques années après, en 2002, j'avais un roman qui ne l'intéressait pas, il n'y croyait pas. Je l'ai porté aux presses de la Cité, et là, il a eu le prix des maisons de la presse, et ça fait un peu décoller ma carrière véritablement. Paul Couturieux, t'as quoi sous le feu là actuellement là? Ton prochain bouquin, c'est quoi? Alors, je viens de terminer un documentaire, le scénario d'un documentaire quelque chose d'audiovisuel là. de terminer, sur lequel il travaille, sur le château de Malbrouck. Et ça va sortir pour l'anniversaire du château, le 700e si je ne m'abuse. Et sinon, je travaille un roman policier. Je renoue avec mes amours. Le thriller. Je renoue avec le thriller. C'est un roman qui se passe dans la région ici, et c'est un ensemble d'éléments comme ça qui sont entrés dans ma sphère d'intérêt, et j'ai vu un lien entre ces différents éléments, et je me suis dit tiens, je vais bâtir une histoire là-dessus, et voilà, ça va être la méthode du puzzle. C'est vraiment la méthode du puzzle, c'est vrai, et pour une fois c'est vrai que je l'écris, chaque pièce s'harmonise ensemble. Exactement, et c'est vrai que pour une fois je me rends compte que j'écris non pas de A à Z, mais en passant de A à B à M à... Voilà, c'est une constellation d'idées alors. Oui, mais ça va faire un roman très structuré, qui sera la quête d'un serial killer, voilà, qui travaille dans la région. Paul Couturieux, on va conclure cette interview par une petite question subsidiaire. Tu sais que le thème c'est les désirs cette année au Festival du Livre à Metz. Si tu veux faire un parallèle avec ce que tu connais ou encore ton roman, c'est quoi pour toi les désirs? Je sais pas, tu as des références en littérature? Je sais pas. Vas-y, dis-moi tout. Comment tu vois ça, les désirs? Les désirs. Oh mon Dieu. Oh là là. Les désirs, il y en a. Moi, mon désir, ça a toujours été d'être écrivain. Donc je dirais, si je prends les choses d'un point de vue tout à fait personnel, mon désir, c'est de pouvoir continuer à vivre de ma plume. C'est quelque chose qui n'est pas facile aujourd'hui. Mais c'est plume et chapeau là. C'est plume et chapeau. et voilà. Et sinon, mes désirs, ce serait qu'on en sorte un petit peu de toute cette société égoïste où chacun est centré sur lui, et qu'on ouvre un peu les cœurs. Je trouve pour le partage. Pour le partage, pour essayer de rapprocher les gens et pas de les couper. Solidarité, tolérance, etc. Exactement, parce que là je pense qu'on est dans une société, que ce soit en France, en Belgique, c'est la même chose, où les extrêmes prennent de plus en plus le pas sur la fraternité. Plutôt pour une veine humaniste. Ah oui. Un des personnages que j'aime beaucoup, c'est Erasme, voilà. Et c'est vrai que l'humanisme, pour moi, c'est une belle façon de voir la vie. Et là, je trouve qu'on n'est plus trop dans cet esprit-là.
et ça m'attriste beaucoup. Donc mes désirs, ce serait qu'on retrouve une société plus équilibrée et plus fraternelle. Équilibrée, plus équilibrante aussi. Et plus équilibrante, oui. Parce que là, il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance et on a l'impression que les gens qui... Il y a une chose qui moi, m'agace beaucoup, c'est que quand on voit les gens qui sont à la tête du pays, c'est des gens qui oublient qu'ils sont là pour représenter le peuple. Et pas en décalage avec la base. Totalement en décalage. Ils oublient qu'ils sont là pour représenter le peuple et pas pour assurer leur avenir de manière la plus confortable possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Il nous manque des politiciens qui avaient vraiment des visions comme le premier documentaire qu'on a fait avec Patrick, c'était Robert Schuman. Lui, c'est quelqu'un qui avait... Les pères de l'Europe avec De Gasperi et puis Adenauer. Mais qui disait bien que lui, ce qu'il voulait, c'était une Europe culturelle. Voilà, et c'était pas une Europe... Une Europe des patries, c'est ça que tu veux dire ? Une Europe des patries, une Europe où on met ensemble les ressources culturelles. Il voulait développer les bibliothèques. Ça, c'était un élément, mettre la culture à la portée de tous. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye plutôt d'éteindre l'esprit critique que de l'allumer. Pour rebondir sur le côté social, dernièrement dans les médias, il parlait de 30% de paupérisation à Metz, de gens dans des cas de paupérisation. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est certainement pas exagéré. C'est certainement pas exagéré. Officiel, pas officieux. Non, oui, mais les riches sont de plus en plus riches, plus en plus coupés de la réalité. Et là, on a à la tête de l'État, pour l'instant, je ne vais pas faire de politique, mais enfin quand même, quelqu'un qui vit dans un autre monde, quoi, et qui n'entend même pas ce qu'on lui dit. Il ne comprend pas. C'est... Bon, et c'est dommage, cette cécité et cette surdité. Comment tu vois le mouvement Gilets jaunes actuellement ? Moi, je suis un peu déconcerté par rapport à ça parce que je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je pense que ça... C'est difficile de prendre position. C'est très difficile parce qu'il y a tellement de positions qui se mélangent. Il n'y a pas un mouvement unifié. Donc ça part dans tous les sens. Oui, est-ce que oui ou non, il y a vraiment des gens qui sont d'extrême droite, de néo-nazis, d'antisémites qui noyautent ça? Ou est-ce que c'est aussi le message qu'on nous envoie pour salir ce mouvement et donc on parle aussi d'extrême gauche, monter. Blad, Exactement, de toute façon. J'ai vu qu'on dit ça. Les Black Blocs, c'est ça. Blocs, je sais. Oui, et tout ça, c'est une façon encore de monter les gens les uns contre les autres. Alors que si on écoutait ce mouvement, pour moi, ce qu'il exprime, c'est vraiment le désarroi d'une population qui n'arrive plus à faire face. Et là, j'entendais qu'il y a, avec les radars qui ont été mis hors service, il y a une perte de 600 milliards, c'est ça, ou 600 millions, je ne sais plus. Mais enfin, c'est astronomique. Cette somme, elle aurait peut-être été plus utilement utilisée, elle aurait peut-être mieux servi à répondre aux demandes des uns et des autres, plutôt que de devoir maintenant gaspiller l'argent qui sort de nos poches à nous. Voilà, donc désir, moi ce serait un peu ça, retrouvons la fraternité et, voilà. Ou la sororité. Une belle utopie en tout cas. Une belle utopie, mais il faut vivre d'utopie parce que sinon c'est pas la peine de... L'idéal et l'utopie, c'est important. Ah oui, pour moi ça a toujours été vraiment essentiel. Et d'ailleurs dans mes romans, j'essaye toujours de tendre des ponts, de créer des liens entre les êtres, de prêcher la tolérance, etc. Il y a toujours cette dimension, pour moi elle est très importante. Et bon, on s'en éloigne de plus en plus, c'est dommage. Eh bien, merci Paul Couturiot, on voit que tu as toujours un feu qui te dévore, en tout cas, tu es passionnant. Absolument, là le feu me dévore toujours. Et pour rebondir sur ton bouquin, et puis en tout cas merci de ta gentillesse, et puis je te souhaite plein de bonnes choses. Merci Jean.